Bonsoir à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous aux 50 de la journée. Là, nous les enchaînons. Ce matin, donc, avec France Travail sur la création d'entreprise. Et ce soir, un sujet qui nous inquiète. Des vieux. Les vieux. Non, c'est déjà ça. Bien parti. Non, la retraite, Michel, s'il te plaît. Donc, j'ai la grande chance ce soir d'être magnifiquement accompagnée par Véronique Argentin, la grande chef chez Infodoc de toutes les questions sociales, et Michel Bodanovic, vice-président du Conseil régional de l'Ordre, qui s'occupe de plusieurs choses et qui est en cumul emploi-retraite. Tu m'avais dit de ne pas le dire, Michel, mais quand même... Non, j'assume. Tu assumes, très bien. Je suis en cumul emploi-retraite. Jamais été aussi heureux. Alors, ce soir, on va aborder plusieurs sujets. Le premier, c'est déjà la réforme des retraites de 2023. Alors, réforme suspendue, reportée. On a bien compris que dans le débat aujourd'hui à l'Assemblée, le vocabulaire est important. Ensuite, cette suspension et les mesures qui pourraient être dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il ne vous a pas échappé également qu'il y a pour les indépendants / TNS une nouvelle assiette de cotisation sociale. On va vous en parler aussi ce soir. Et puis, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quid de la CAVEC? L'impact sur la CAVEC. L'impact de cette nouvelle assiette sur nos cotisations CAVEC. Ouais, et même la réforme des retraites elle-même, on pourra en parler. Voilà, on peut le faire. C'est le menu de ce soir et je propose, Véronique, que vous commenciez en fanfare avec une petite rétrospective de cette fameuse réforme des retraites. Et bien évidemment, ce qu'on se demande tous, c'est à quel âge nous aurons le droit de partir à la retraite, mais on verra après. C'est une très bonne question, Virginie, puisque en fait, il était important, si on va aborder les retraites et comprendre aussi pourquoi actuellement il y a cette suspension qui est demandée, c'est important de connaître ce qui a été fait en 2023, puisque c'est une réforme qui a accéléré quelque chose qui existait déjà. Et tout le monde a paru surpris, mais en fait, c'est une accélération d'un calendrier qui était déjà établi, si vous vous en souvenez, par la réforme Touraine, qui date de 2014. En 2014 déjà, il y avait une réforme qui était prévue et dont le calendrier était beaucoup plus lent que celui de la réforme de 2023. Donc c'est en 2023, en fait, le législateur n'a fait qu'accélérer ce qui existait déjà pour arriver en fait à un âge de départ à la retraite qui soit prévu à 64 ans selon les générations. Donc on a eu différentes phases. Donc on va un petit peu revoir tout ça. Et ensuite, mettre en perspective avec la suspension, vous savez que ça a été l'un des deals, si on peut dire, pour essayer de travailler sur les différents projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026. Eh bien, les partis de gauche, notamment, ont souhaité, et un parti en particulier, le PS, a souhaité en fait revoir cette réforme, mais ils ne sont pas les seuls en fait. Globalement, il y a un consensus, sauf pour les partis de droite, qui souhaitent qu'on maintienne la réforme. Donc, pour bien comprendre tout ça, il faut déjà se rappeler ce qui existait avant et les impacts de ce qui est prévu dans le PLFSS pour 2026, sous réserve évidemment de son vote par le Parlement. Alors, je fais juste une petite parenthèse, j'ai oublié de dire ce que je dois dire, qui est de oui, vous aurez les slides. Oui, et vous pouvez poser des questions, on va y répondre. On va peut-être attendre la fin de chaque partie, on prendra les questions et on vous y répondra. Et si jamais on ne sait pas répondre, on récupérera toutes ces questions sur le chat et on vous répondra personnellement, évidemment, si nous avons vos mails. Donc là, je pense qu'on peut aller dans le vif du sujet. Tu vois les questions ? Oui, je vois les questions là. Alors déjà, je vous ai dit, en fait, cette réforme de 2023, c'est une accélération de la réforme Touraine qui datait, elle, de 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? L'idée, c'est d'accélérer ce calendrier
en réformant, c'est-à-dire à raison de 3 mois, chaque génération, à partir de la génération née à partir de 62 ans jusqu'à 64 ans, pour les différentes générations, puisque vous le savez, les retraites, c'est en fonction de votre date de naissance, enfin votre année de naissance, et donc chaque génération a un timing au niveau de l'âge de départ et le nombre de trimestres qui est nécessaire pour pouvoir partir. Donc cette réforme est entrée en vigueur pour les générations qui sont nées à partir du 1er septembre 1961, avec un relèvement progressif de 3 mois par génération. On va le voir dans le tableau de synthèse. Selon votre année de naissance, vous allez voir quel est le nombre de trimestres qu'il faut, à quel âge vous pouvez partir, enfin vous pouviez partir en l'état, en sachant qu'on va faire le lien avec le PLFSS pour dire qu'il y a des petits aménagements qui sont apportés. Ce qui est maintenu dans le cadre de la réforme de 2023, c'est le fait que vous avez une borne automatique où même si vous n'avez pas l'ensemble de vos trimestres, et dès lors que vous avez atteint l'âge de 67 ans, vous pouvez quand même partir à la retraite. Donc tous les assurés du régime général, la retraite de base en tout cas, parce que ce dont on parle ici, c'est très important de rappeler que quand on a une réforme des retraites, ça concerne d'abord le régime de base. Ensuite, il faut des adaptations dans les régimes de retraite complémentaires. Donc, pour ce qui concerne les publics visés par cette réforme, c'est l'ensemble des assurés, ça veut dire aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants que vous êtes. Donc, ça veut dire qu'il a fallu, si on prend l'exemple de la CAVEC, qu'une fois qu'on a eu cette réforme, il fallait que la CAVEC réadapte les règles du jeu, notamment pour tenir compte des nouvelles bornes de départ à la retraite qui étaient fixées par ce texte de 2023. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. J'aime bien ce que tu as dit sur l'âge de 67 ans. En fait, le système français, il est quand même d'abord basé sur le nombre de trimestres. Donc ça, c'est chose assez fondamentale. Et les gens qui n'avaient pas le nombre de trimestres et qui partaient en retraite étaient très pénalisés. C'est-à-dire qu'on est pénalisé de deux façons. On peut être pénalisé, on va dire, sur le taux, mais on est aussi pénalisé, il y a une espèce de ratio qui est calculé, et donc il est très pénalisant quand on n'a pas le nombre de trimestres. Donc il faut vraiment, même pour nos clients, il faut avoir en tête que le nombre de trimestres, c'est assez fondamental, mais ça ne l'est plus quand on a atteint 67 ans. C'est-à-dire que l'idée de dire, je ne sais pas, même quelqu'un qui aurait, je sais pas, 30 ans de cotisation au lieu de 42 et quelques, à 67 ans, on ne va plus le pénaliser pour ça. C'est-à-dire qu'il n'aura pas une retraite, on va dire, aussi élevée que quelqu'un qui aura cotisé toutes les années nécessaires, mais il ne sera plus pénalisé, parce que là, c'est comme si on avait un deuxième... tu vois ce que je veux dire sur les trimestres? C'est comme si... Non, c'est juste pour voir si je m'exprime bien. C'est pour dire que voilà, les trimestres, c'est quelque chose de super important. Donc, et vous verrez que dans beaucoup... Et on veut le dire, le nombre de trimestres nécessaires ou pas? Ou on n'en parle pas? Oui, je pense qu'elle en parle après. Le dire. Je vais vous donner par rapport à la génération le nombre de trimestres qui est nécessaire. En sachant que sur la notion de trimestre, il y a, on va le voir notamment au titre des carrières longues, la notion de trimestre, elle a double volet, c'est-à-dire vous avez des trimestres dits cotisés, ceux qui vous donnent droit, qui vont rentrer à la fois dans votre durée votre nombre de trimestres, mais également dans le calcul de votre salaire annuel moyen, de votre SAM, on va le voir, je vais vous rappeler la formule de calcul du SAM. C'est important. Pourquoi? Parce que pour les carrières longues, on va prendre que des trimestres cotisés. Alors que si je parle de la retraite, de l'âge de départ à la retraite à 62 ans d'une manière générale, si je repars sur la borne de 62, on va revoir les générations, et bien là, on va regarder le nombre de trimestres. Là, on va avoir à la fois les trimestres cotisés, mais également les trimestres validés. Vous avez des périodes, on a tous eu des carrières hachées. Eh bien, certaines périodes, par exemple, les périodes où les personnes étaient en maladie, sont des périodes qui vont permettre d'acquérir des trimestres, mais ce sont des trimestres validés, qui ne donnent pas lieu à cotisation de la part de l'assuré, mais qui sont validés et qui vont compter dans ses droits au final. Et on va forcément en parler, mais c'est aussi important, cette histoire de trimestre, sur les rachats de trimestres. C'est-à-dire qu'on peut faire deux types de rachats. Souvent, les gens ne font pas attention. Et donc, il y a des rachats
peut racheter des trimestres juste pour valider le nombre de trimestres, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de droits supplémentaires, mais ils permettent, par rapport à ce que j'ai dit avant, de ne pas être abattu, c'est-à-dire de ne pas avoir une grosse pénalité. Et puis après, il y a des trimestres qui donnent des droits. Et donc, bien sûr, les trimestres qui donnent des droits sont plus chers que les trimestres qui ne font que valider le nombre de trimestres manquants. Voilà. C'est important de comprendre qu'il y a deux types de rachats aussi. Et puisqu'on en parle, attention, plus vous êtes jeune, plus ça vaut le coup de racheter. C'est-à-dire que, en fait, le rachat de trimestre n'est intéressant qu'en début, enfin pour les jeunes en fait. Et plus vous attendez, au-delà de 50 ans par exemple, eh bien ça devient très cher. Alors, c'est une distorsion. Alors, la volonté politique derrière, c'est d'intéresser les jeunes, mais quand on a 30 ans, on ne voit pas les choses de la même manière que quand on en a 50. C'est combien très cher? On peut dire à peu près? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas mis les valeurs, je n'ai pas les valeurs en tête, mais j'ai pas les valeurs en tête. Mais il faut faire très attention. Je sais que j'ai un client, là, j'ai regardé pour lui, donc il a 60 ans passés, il avait besoin de racheter, je crois, 5 trimestres. Ça lui coûtait, et c'était que des trimestres de mémoire sans droit, ça lui coûtait un truc genre 28 000 € quand même. Ouais. C'est-à-dire que ça coûte assez cher, et comme ça vient des 10, ce qui coûte cher, c'est le fait de les racheter tard. Ça marche pareil à la CAVEC, on en parlera aussi tout à l'heure. Dans le régime CAVEC, il y a la possibilité de racheter les points qu'on n'a pas eus en fonction du niveau de points où on est, enfin, par rapport aux tranches où on est. La CAVEC, c'est un système par tranche. Mais donc on peut racheter, mais plus on avance dans l'âge et plus il y a un coefficient multiplicateur qui fait que, par exemple, je sais pas, à 50 ans, on va acheter à 1,30 le point, je parle du coef 1,30, alors qu'à 60 ans, on va le payer coef 2, c'est-à-dire qu'on va payer 2 fois le prix. Voilà, c'est pour ça que c'est important ce qui vient d'être dit. Si vous avez des rachats de trimestres à faire, souvent les gens, dans nos métiers, sont peut-être intéressés par nos métiers quand même un peu. Non. Parfois. Voilà. On peut s'intéresser à notre métier. Dans notre métier, il y a des gens qui ont fait des études assez longues, etc. Peuvent avoir besoin de racheter les trimestres parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'étaient pas en alternance, c'était un peu moins à la mode à l'époque. Ils peuvent avoir besoin de racheter les trimestres des études, autant qu'ils le fassent le plus vite possible. Et donc, pour illustrer en fait le propos, vous avez ici en fait le relèvement qui était prévu dans la réforme initiale, donc de 2023. La première génération qui était concernée, c'était les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Et bien, pour ces personnes nées à partir du 1er septembre 1961 et jusqu'au 31 décembre 1961, eh bien, les personnes pouvaient partir à partir de 62 ans et 3 mois. Et il faut à ce moment-là avoir une durée d'assurance de 169 trimestres. Et ça va comme ça par génération. Si on prend par exemple le point qu'on abordera tout à l'heure, les personnes qui ont 64 ans, qui sont nées à partir de 1968, eh bien ce qui était prévu, c'était qu'à partir de la génération 68, eh bien, on bascule à la retraite, l'âge de départ à la retraite soit fixé à 64 ans, avec un nombre de trimestres relevé également, puisqu'il fallait pour cette génération avoir 172 trimestres. Et donc, comme ça, vous avez par tranche, vous voyez, c'était vraiment 3 mois par tranche, et par année, vous regardez votre année de naissance, eh bien, vous avez la limite qui était 64 ans à partir de la génération 68, ce qui veut dire que toutes les générations suivantes, ceux qui sont nés en 69, 70, 71, 72 et plus, eh bien on est 73, j'en passe, on est à 172 trimestres avec un âge de départ de 64 ans, pas avant. En principe. Et si jamais on avait envie de partir avant, deux solutions, soit on rachète des trimestres s'il en manque, soit on accepte une décote. Exactement. Donc il faut accepter en fait qu'il y ait une minoration qui est calculée en fait par les caisses par rapport au nombre de trimestres manquants. Ils ont une formule de calcul et il y a ce qu'ils appellent ça un coefficient de minoration qui est appliqué par rapport au nombre de trimestres manquants et eh bien ça réduit évidemment le montant de la pension qui sera versée. Et ça a d'autres conséquences. On est bien d'accord parce que là on ne parle que de la retraite de base. Que de la retraite de base. Et ça a d'autres conséquences, c'est que aussi ne pas avoir le bon nombre de trimestres, c'est aussi pénalisant dans d'autres systèmes, par exemple, comme le cumul emploi-retraite, après qu'on va évoquer. Mais donc on n'a pas le même régime en cumul emploi-retraite selon qu'on avait le nombre de trimestres et selon qu'on l'avait pas. Donc le nombre de trimestres, c'est vraiment... je fais un peu de répétition, mais le nombre de trimestres, c'est un élément discriminant. Avoir le nombre de trimestres,
au moment, enfin le nombre nécessaire de trimestres au moment où on veut prendre sa retraite, c'est assez fondamental. Sinon, il y a quand même une grosse décote. En fait, le triptyque, il est simple. Hein. Je regarde, j'ai tel âge, je regarde le nombre, à quel âge je peux partir, et derrière, le nombre de trimestres. C'est vraiment ça qu'il faut vérifier. D'abord, la génération, ensuite le nombre de trimestres, et ensuite, quel est l'âge de départ, puisque la loi, et surtout derrière le décret, précise par différentes tranches. Alors, on va aborder très rapidement les carrières longues. Cette réforme a eu des impacts sur les carrières longues, puisque en fait, on est venu, ça a des impacts. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles bornes. Si on touche au système général, eh bien, il fallait aussi revoir les carrières longues. Et donc là, dans le cadre de la réforme, eh bien, il y a eu de nouvelles bornes qui ont été mises en place pour pouvoir partir à la retraite de manière anticipée. Alors, pour partir à la retraite de manière anticipée, eh bien, il faut avoir commencé son activité assez jeune. Et donc, en fait, dans ce que vous avez ici, vous voyez que, par exemple, une personne qui a 58 ans, dans le cadre des nouvelles bornes qui sont issues de cette réforme, on peut partir à partir de 58 ans, mais il faut que les assurés aient débuté leur activité avant l'âge de 16 ans. Donc, on regarde à partir de quel moment vous avez commencé votre activité. Eh bien, vous avez l'âge pour pouvoir faire une carrière longue. Autre élément important, il faut avoir cotisé, en fait, il faut avoir travaillé en début d'activité pour pouvoir bénéficier d'une carrière longue. Il faut un nombre de trimestres de début d'activité qui est fixé à 5 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le 16e anniversaire, le 18e, le 20e anniversaire, selon la borne d'âge à laquelle on appartient. On regarde vraiment cela. Quand on est né en fin d'année, eh bien là, on considère qu'on va prendre pour les trimestres dans la limite de 4 trimestres. C'est le 4e trimestre qui est pris en compte. On prend le 4e trimestre si vous êtes né en fin d'année. Mais sinon, voilà, les règles, vous les avez ici. Elles sont bien remises sur les slides. Sur la CAVEC. Je fais juste un aparté sur la CAVEC parce que donc, dans le plan initial, on parle moins de la CAVEC, on parlait plus de l'incidence de la réforme sur la base des cotisations CAVEC. Donc je vais intervenir un peu sur la CAVEC au moment de cette première partie. Pas de carrière longue à la CAVEC. Ça, le problème est résolu. Voilà. Donc pas de carrière longue à la CAVEC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de partir. Alors attention, toujours aussi comprendre qu'il y a la retraite de base et la retraite complémentaire. Quand on parle de CAVEC, on parle de la retraite complémentaire. La retraite de base, même pour les TNS, il y a la possibilité de faire carrière longue. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, donc, je parle la retraite complémentaire qu'avec, pas de carrière longue, donc pas de possibilité de partir sans abattement, etc. On peut partir avant l'âge de 65 ans. En plus, la CAVEC, c'est 65 ans. Mais pas de possibilité de dire sans abattement, je ne peux pas partir à 60 ans parce que j'avais commencé avant 18 ans. Voilà. Oui. Autre élément également, dans le cadre de cette réforme, toujours sur les carrières longues, il y a des personnes, en fait, au moment de la réforme, qui remplissaient les conditions. Et donc, il fallait voir un petit peu comment leur permettre de partir. Là aussi, le législateur a tenu compte, mais uniquement pour les assurés nés avant 1970. On leur a permis de pouvoir partir un peu plus tôt, c'est-à-dire à 60 ans, par exemple, pour ceux qui sont nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963 inclus. Pourquoi? Parce qu'ils remplissaient les conditions. Notamment, il fallait qu'ils aient débuté leur activité avant l'âge de 20 ans. Donc, on n'a pas voulu les pénaliser. Donc, on a mis des mesures de sauvegarde. On en a quelques-unes comme ça dans le cadre de cette réforme. Autre élément important, c'est qu'il y a une prise en compte de certaines situations, notamment la réforme a permis à la prise en compte des trimestres au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, l'AVPF, et de l'assurance vieillesse des aidants. L'idée ici étant de favoriser notamment les aidants qui, pour certains, sont obligés d'interrompre leur activité. Et bien dans ce cadre-là, on leur attribue des droits en matière de carrière longue jusqu'à 4 trimestres. Ils peuvent bénéficier de 4 trimestres au titre des carrières longues.
De la même manière, là aussi, il y a eu une clause de sauvegarde. Je vous ai dit à chaque fois, il a fallu tenir compte des cas particuliers. Eh bien, il y a une mesure de sauvegarde qui concerne les assurés qui sont nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, dès lors qu'ils justifient d'une durée d'assurance cotisée dans le dispositif antérieurement à la réforme. Donc, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, carrière longue, vous ne pouvez pas utiliser pour la carrière longue, on ne tient pas du tout en compte les trimestres validés. On ne prend que les trimestres cotisés, ce qui fait que les conditions sont beaucoup plus strictes. Bon, c'est un peu petit, mais vous aurez ça par devers vous, ce sera plus visible pour vous. Mais en tout cas, vous voyez que là encore, on est sur l'année de naissance, c'est toujours très important. Vous avez, je vous ai mis, vous avez l'année de naissance, vous avez l'âge de début d'activité et vous avez le nombre de trimestres. Vous voyez que les nombres de trimestres sont quand même très importants et il ne s'agit que de trimestres cotisés. J'insiste là-dessus. Il faut qu'il y ait eu des cotisations versées par l'assuré. Alors donc, je suis née en 62, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai donc 169. Il faut que je justifie de 169 trimestres. Oui. Je peux partir à la retraite à 58 ans. Exactement. C'est comme ça que ça. Et quand on dit trimestre cotisé, non cotisé, par exemple, les histoires d'enfants. Alors, les enfants ne rentrent pas encore dans les carrières longues. D'accord. Ça devrait changer. Ok. Si tout se passe bien au niveau du PLFSS. Ok. Ça devrait changer. C'est l'une des nouveautés. Donc, qu'est-ce qu'on a, par exemple, en trimestre? Alors, par exemple, j'ai une période de chômage. Oui, là, c'est une période validée. C'est validé et non cotisé. Exactement. D'accord. Le service militaire. Service militaire. Ouais. Exactement. Validé, non cotisé. Exactement. Donc, il y a deux cas, à peu près, qui sont représentatifs de presque l'ensemble de tous les cas. C'est le chômage et le service militaire. Tout à fait. D'accord. Donc, ceux-là ne peuvent pas rentrer dans les trimestres de carrière longue. Non. C'est pris en compte pour le reste. Alors, j'en profite, comme je vous ai interrompu, on a Caroline qui a travaillé 5 ans à l'étranger, aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'en Europe, comment ces 5 années seront-elles prises en compte pour le calcul de mes trimestres? J'ai envie de dire à Caroline, si je puis me permettre la familiarité, que en fait, ce sera à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou en tout cas la CARSAT. Il faudra surveiller ça parce qu'en fait, au niveau de l'Union européenne, on a la chance d'avoir une réglementation. On a un règlement communautaire qui prévoit en fait que tout ce que vous avez comme prestations, les prestations dont vous pouvez bénéficier ou peuvent être pris en compte dans vos carrières ou pour le bénéfice par exemple de la retraite. C'est un règlement, c'est le règlement 883/2004 qui prévoit en fait une unicité, notamment si vous travaillez dans plusieurs pays, eh bien l'idée c'est d'avoir un seul état d'affiliation et donc là on va regarder par un certain nombre de critères quel est l'état qui est compétent pour l'ensemble de vos droits, y compris en matière de retraite. Donc si aux Pays-Bas vous avez travaillé, que vous avez bien cotisé, eh bien ça a bien été enregistré par ces caisses-là. Au moment de votre départ à la retraite, il faudra sensibiliser la CARSAT pour qu'elle applique le règlement communautaire. Voire même bien avant. On peut déjà s'occuper de tout ça maintenant. Exactement. D'ailleurs, il y a des points d'étape qui sont vraiment nécessaires. N'hésitez pas. On va le voir, vous avez pas mal de choses qui sont mises à disposition pour vous aider justement à bien reconstituer votre carrière. Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment pour le faire, surtout si vous avez été dans plusieurs régimes, etc. Donc, plutôt, vous validez bien déjà, sur Info Retraite, vous pouvez valider déjà, voir si ce qui est incrémenté est bon. Et si ce n'est pas bon, ça vous permet encore d'aller voir si votre ancien employeur ou votre... Voilà, si vous avez une situation communautaire comme là, on peut essayer. Mais bon, après, si on est à l'étranger, complètement hors cadre de l'Union, c'est un peu plus complexe. Alors, on a Frédéric justement qui nous dit
Quand on a cotisé en fait à 2 régimes de retraite, salarié, non salarié, on prend les trimestres, de toute manière ça s'additionne et ça fonctionne aussi carrière longue. Bien sûr, parce qu'en fait, dans le cadre de la réforme, ils ont mis en place la LURA, qui est un système qui va totaliser l'ensemble de des trimestres et des droits que vous avez cotisés sur les différents régimes. Bon, j'espère que ça marche mieux maintenant, mais quand ça a été mis en place, c'était un peu chaotique. Mais je n'ai pas de retour négatif depuis un bon moment. Donc je pense que maintenant, ça a bien été intégré dans le système d'information entre les différentes caisses doit bien fonctionner. Et après, la personne touchera elle peut très bien toucher des retraites de plusieurs régimes. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais maintenant, en fait, là aussi, on a voulu centraliser. Oui, la liquidation est centralisée, mais malgré tout, après, les paiements viendront des fois de caisses différentes. Tout à fait, exactement. Exactement. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter, mais c'est vraiment, il faut le plus tôt possible, il y a des points d'étape, vous avez des informations qui vous sont données par les caisses, mais prenez des rendez-vous pour les régimes de base. Les CARSAT se tiennent vraiment à disposition des assurés. On ne voit pas. Oui. Le trésorier, on ne le voit pas. Ah. Alors, vous avez en fait ici, on a déroulé jusqu'à la génération 70, qui pourrait partir aussi au titre des carrières longues, avec de plus en plus de trimestres cotisés demandés. Donc, grosso modo, c'est assez compliqué pour les générations après 70, parce que souvent, c'est des personnes qui ont fait des études longues, et donc avoir des départs anticipés, c'est très rare, enfin à mon sens. D'autres éléments importants de cette réforme, ça concerne les travailleurs handicapés. Pour les travailleurs handicapés, là aussi, il y a eu des aménagements qui ont été apportés, notamment ils peuvent partir, pour ces personnes, les travailleurs handicapés peuvent partir à partir de 55 ans, mais là aussi, il faut qu'ils justifient d'un taux de handicap qui doit être au moins de 50%, ou en situation de handicap comparable. Et il y a également l'exigence d'un certain nombre de trimestres, mais cotisés, là encore. J'insiste sur les notions, parce que la notion de cotiser, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça veut dire qu'on va aller regarder dans la carrière de la personne quel est le nombre de trimestres cotisés par rapport à son handicap. Et pour les assurés qui sont nés à partir de 1973, vous avez ici, en fait, là encore, les bornes, le nombre de trimestres cotisés qu'il faut pour une personne qui a 55 ans. Il faudrait avoir 112 trimestres cotisés pour pouvoir partir à 55 ans. Et on continue comme ça dans la liste. Je vais assez vite parce qu'on a pas mal de sujets. Oui. Autre élément important aussi, toujours pour les travailleurs handicapés, vous voyez, donc les aménagements sur les règles pour ceux qui sont nés avant 73, parce que comme je vous le disais, ceux qui vont être vraiment touchés, c'est la génération 73, les premiers impactés sur certains dispositifs, mais là encore, le législateur est venu aménager les dispositifs, notamment en abaissant ici les niveaux d'incapacité qui avant étaient de 80%, ont été abaissés à 50%. Il y a aussi des départs qu'il faut avoir pour certaines personnes peuvent partir au titre de l'inaptitude à la retraite anticipée. Et là, ça concerne c'est un départ à partir de 62 ans. Et notamment ici, ce qui est important aussi de vous signaler, c'est qu'il faut justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. Et il faut une reconnaissance par la commission médicale du fait que vous avez une restriction dans l'exercice de votre activité. C'est-à-dire que votre inaptitude rend quasiment impossible l'exercice d'une activité. Je vais ajouter toujours un point qu'avec, de mémoire à la qu'avec, il y a la possibilité, on a des confrères qui sont dans ce régime-là à partir de 60 ans déjà. D'accord. Bah, vous êtes plus en avance que la loi. Pour certaines choses, pas pour tout. En tout cas, vous y êtes là. Alors, là aussi, on a aussi des cas d'incapacité. C'est juste que vous les connaissiez parce que parfois, ça concerne, souvent on pense aux salariés, mais en fait, ça concerne tout le monde. Tout ce que je présente, ce n'est pas que pour les salariés, ça concerne aussi bien le régime des salariés que des indépendants. Donc, pour certains indépendants qui ont des incapacités,
eh bien, il y a aussi cette possibilité de partir assez tôt à la retraite, notamment à partir de 60 ans, dès lors qu'ils ont au moins 20% d'incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, à partir de 62 ans, dès lors qu'il s'agit d'une incapacité qui est comprise entre 10 et 20%. Donc tout ça, c'est des schémas qui permettent aussi d'accompagner vos clients qui, pour certains, auraient ce type de difficultés. Le fait de savoir qu'il y a ces possibilités-là, c'est quand même important, d'autant plus que certaines conditions qui étaient exigées ont été supprimées pour n'avoir plus vraiment que le critère d'un examen médical quelque part. Donc c'est vraiment très important de vous le signaler et voilà. Des mesures pour la parentalité, alors là, c'est concernant notamment le congé de maternité, les trimestres de maternité. Alors, il y a Michel qui me souffle, c'est pour toi. Non, pas tout d'ailleurs, pas tout à fait. Exactement, voilà, tu te trompes parce que ça a été pour te taquiner, changé. Parce qu'on peut, on peut partager. Exactement. Tout à fait, exactement. Avant la réforme de 2023, eh bien, il y avait déjà une notion de partage, il y avait des trimestres. Déjà, il y a un incompressible. Il y a 4 trimestres qui sont donnés aux femmes au titre de la maternité. Le partage se fait sur les 4 autres trimestres. 4 trimestres par enfant, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'en tout, il y a 8 trimestres par enfant. Il y a 8 trimestres par enfant. Il y a 8 trimestres par enfant, mais donc 4 pour la maternité. Oui. Ceux-là, je ne peux pas les avoir. On ne peut pas. Bon. Il n'y a que les femmes qui peuvent avoir les 4 trimestres au titre du congé de maternité et les 4 autres trimestres, eh bien, avant la réforme, il fallait qu'il y ait un choix qui soit fait dans le couple sur le nombre de trimestres restants. Est-ce qu'on partage les 2 trimestres chacun, 2 trimestres chacun, ou est-ce que madame prend l'intégralité des trimestres? Ça, il fallait le définir et ça, c'est applicable depuis pas mal d'années. Pourquoi on est venu faire ça? Parce qu'en fait, il y a eu une jurisprudence. Avant, tout était donné aux femmes. Et il y a eu un monsieur qui a attaqué au titre de l'égalité de traitement. Vous savez qu'on parle souvent d'égalité de traitement, mais en matière de retraite, il y a des messieurs qui s'occupent aussi de leurs enfants. Donc, ils ont estimé que c'était injuste de ne pas avoir non plus des trimestres au titre de la parentalité. Et c'est pour ça qu'on a donné le choix. Alors, la réforme, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle décide que par rapport à ce choix, cet arbitrage, finalement, il ne pourra plus se faire que sur 2 trimestres sur les 4. Il y en a, en plus des trimestres de maternité, on rajoute 2 trimestres au titre de l'éducation, l'adoption, ça va automatiquement à la mère. Et il y a 2 trimestres où on doit se départager entre monsieur et madame. Donc, où c'est madame qui prend tout, ou monsieur en prend un et madame en prend un, mais voilà. Donc maintenant, par enfant, c'est 6 trimestres. Exactement. C'est plus 8. C'est plus 8. C'est 6, 4 pour la maman, oui. 2 pour le papa. Exactement. Et quand on a divorcé et qu'on n'est pas d'accord sur le partage? Eh ben, il faut le faire en fait au moment de la naissance de l'enfant. Mais si on ne l'a pas fait, là, c'est difficile. Ce sera compliqué à trancher. En fait, en général, c'est pas vraiment à la naissance qu'on se sépare. Mais bon. Non, mais bon, on pense à la retraite. Personne n'y pense. Mais c'est souvent, effectivement, quand il y a des situations de divorce, qu'on n'a pas fait d'option, en général, ça penche quand même plus du côté de la maman que du papa. Parce qu'il faut justifier après de s'être occupé des enfants. Ça veut dire que ça peut être en fait une discussion pendant le divorce et que ce soit acté dans le jugement de divorce. Exactement, tout à fait. Toujours pour faciliter la parentalité. Et donc ça, ce sont des trimestres non cotisés. Les trimestres, si, il y a une partie qui est cotisée et une partie qui est validée. La maternité, les trimestres, non, elles sont juste validées, pardon, je vous dis des bêtises, parce que la réforme vient après, j'allais anticiper. Okay. Voilà, donc voilà. Il y a une surcote aussi qui a été prévue dans le cadre de la réforme pour les parents, qui est de 1,25% par trimestre pour l'assuré qui est né à partir de 1964 et dont la carrière est complète. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'ensemble des trimestres, une retraite pour avoir une retraite à taux plein, avoir 64 ans, et derrière, il faut avoir une carrière complète, mais attention, une année avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé plus, il faut travailler plus que ce qu'on devrait, et là, on a 1,25%
de majoration au titre, au moins un trimestre de majoration pour un enfant. Pour chaque enfant. Véronique, il faut avoir fait Polytechnique hein, là, quand même. Il y a un simulateur quelque part? Oui, vous avez un simulateur sur le site Marel. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez sur Marel. Alors, ça s'écrit comment? On l'a après dans le slide. Je ne l'ai pas mis dans le slide, mais je pourrais le rajouter. Là, vous pouvez aller et c'est bien Marel. C'est super parce que en fait, ça vient bien compléter les problématiques de trimestre et vous pouvez simuler vos droits en matière de retraite de base. Ok. Donc, c'est très bien. Et donc, pareil, on a prévu, il y a eu aussi une extension. Cette fois-ci, ça vous concerne directement. Ce que vous n'aviez pas avant la réforme, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une surcote de 10% dont bénéficiaient déjà les salariés, les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, mais vous n'en bénéficiez pas. Donc, en tant que profession libérale relevant de la CNAVPL, vous n'en bénéficiez pas. Donc, depuis la réforme en 2023, eh bien, vous en bénéficiez également de cette surcote de 10% qui est prévue pour tous les régimes. Le cumul emploi-retraite. Alors, je crois que j'ai Paula qui me pose une question. Oui. Pour une femme qui a eu des enfants avant la réforme, elle bénéficie des 8 trimestres où la réforme est rétroactive. Alors, avant la réforme, c'est 8 trimestres. Alors, c'est 4 trimestres, on va dire, ça dépend de la situation. Tout dépend à quel moment est né l'enfant, en fait. Parce que on a eu cette notion de partage des trimestres qu'à partir du moment où on a eu... comment je peux vous dire ça? En dehors du partage, sans parler de partage. Sans parler de partage, mais par rapport au 8. Dans l'absolu, antérieurement, avant les réformes de 2014, c'était 8. D'accord, mais elle les garde, cela. Elle les garde, oui. Voilà, donc, si j'ai eu des enfants avant 2014, j'ai droit à 8 trimestres? Oui. D'accord. Les enfants que j'ai eus après 2014, j'ai droit à 6 trimestres? C'est un partage. En fait, il faut que le couple arbitre. Je l'ai mis dans une partie. Okay. Il y a un arbitrage à faire au sein du couple, parce que là, c'était pour tenir compte de la jurisprudence, en fait. C'est en quelle année qu'on est passé de 8 à 6? C'est en 2023. Alors, de 8 à 6, c'est en 2023, oui. Ça veut dire que de 2014 à 2023, c'était 8 trimestres et là, il fallait faire l'arbitrage. Donc, pour tous les enfants nés avant 2014, là, il y avait 8 trimestres. Pour tous les enfants nés entre 2014 et 2023, il y a 8 trimestres avec des notions de partage. De partage avant et pour tous les enfants nés après 2023, c'est 6 trimestres avec la notion de partage. Exactement, sur 2 trimestres. Sur 2 trimestres, oui. Et entre 14 et 23, sur 4 trimestres. Oui, parce qu'en fait, ce qui est dit dans la loi, c'est qu'il faut que les 4 trimestres peuvent être répartis au libre choix des parents dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Ah, donc il faut l'avoir choisi avant? Avant, ouais. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un choix à faire. Avant le divorce. Ou les 4 ans, ou alors les 4 ans qui suivent la date d'adoption, parce que ça concerne aussi les adoptions, vous voyez. Donc en fait, il y a quand même une notion de partage qui était très précise en fait à faire. Parfait. Donc, sur le cumul emploi-retraite, que vous dire? Alors, la réforme a apporté quelque chose de nouveau. Je vous rappelle... Donc, la réforme de quelle année? Parce que moi, je suis 2023. un peu perdue, là, 2023. Alors, okay. Sur 2023, celle qui est suspendue. Vous avez en fait... Ah oui, la réforme 2023 qui est suspendue. Qui est pas totalement. Pas totalement. Parce que c'est important, parce qu'on a entendu beaucoup de choses autour de cette suspension. Attention, parce que tout ce que en fait, la réforme 2023 qui est en cours de discussion devant l'Assemblée générale sur un seul point. Sur un seul point qui parce est... que tout ce que je vous dis est important. Et le seul point, c'est l'âge et la génération, et les paramètres. Donc, en fait, vous allez voir que... Un seul point, l'âge, la génération et les paramètres, ça ne fait pas un seul. C'est l'âge. Oui, c'est surtout... L'âge. Oui, l'âge. C'est l'âge le point clé.
Ici, en fait, parce qu'il a fallu après, on a rajouté, le point clé c'était l'âge, mais après, au-delà de l'âge, on l'a bien vu, hein, il faut aussi parler de trimestre, il faut aussi parler de génération. Et ça fait quand même des gens qui ne cotisent plus à un moment donné. Donc, et en plus, avec des règles sur le cumul emploi-retraite qui vont changer. Je vais faire l'interface entre les deux. Là, le cumul emploi-retraite de 2023, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a je ne sais pas si vous connaissez tous, il y a deux règles de cumul emploi-retraite. Vous avez ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite plafonné qui concerne en fait les personnes qui vont avoir l'âge pour partir à la retraite et qui ne vont pas avoir l'intégralité de leur trimestre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un taux plein de retraite. Pour ces personnes-là, ils peuvent faire du cumul emploi-retraite, si je schématise, à condition qu'ils ne dépassent pas un plafond de revenus. Si je prends pour un salarié, c'est 160% du SMIC. Si je prends pour un artisan commerçant, on est à un plafond de sécurité sociale, par exemple. Enfin, à un demi-plafond, pardon, 50% du plafond. Et pour une profession libérale, on est à un plafond de sécurité sociale, plafond annuel, j'entends. Alors, l'autre, là où ça n'a pas été modifié. Ce qui a été modifié, c'est le cumul emploi-retraite intégral, c'est-à-dire la personne qui a l'âge pour avoir un droit à la retraite, qui remplit les conditions pour avoir une retraite à taux plein. Eh bien, pour cette personne-là, avant la réforme, elle cotisait, si elle reprenait une activité, elle cotisait, mais c'était une cotisation à perte. À fond perdu. À ça fond ne perdu. Donnait pas d'autres voilà. droits à la C'était retraite. la solidarité, hein, on va dire ça comme ça. Eh bien, dans le cadre du cumul emploi-retraite revisité par la réforme de 2023, eh bien, la personne va toujours cotiser, mais va pouvoir avoir droit à une seconde pension de retraite. Et cette seconde pension de retraite, alors il y en a qui ont vu Byzance. En fait, on va limiter notre optimisme puisque le législateur nous dit « Ah oui, ok, vous pouvez avoir une deuxième pension de retraite, mais celle-ci est limitée à 5% du plafond annuel de sécurité sociale. » Donc là, vous avez des valeurs qui ne sont pas bonnes. Donc les 2000 euros, 2400 euros, c'est ça? Voilà, c'est ça, 2355 en 2025. Hein. Et si on prend le plafond de la sécurité sociale qui a été annoncé par le BOSS, on est à 2403 euros. Pour toute l'année. Ce n'est pas ce qu'on pensait. Alors, après aussi, c'est parce que c'est pas évident à comprendre, ça veut dire celui qui est dans ce cas-là devra refaire une deuxième liquidation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tous les ans que son truc va augmenter, c'est que par exemple, il a pris sa retraite à 65 ans, je prends 65 ans comme par hasard, l'âge qu'avec, il a pris sa retraite à 65 ans et finalement, il continue effectivement à travailler et à 70 ans, là, il devra dire je reliquide ma retraite. Il s'arrête pour de vrai. Là j'arrête vraiment pas. Et je reliquide une deuxième fois. Au moment où on n'est plus en cumul emploi-retraite, on devient que retraité. Oui. C'est ça l'élément. On reliquide. Oui, on est retraité. Comment on fait, mais on liquide à nouveau pour avoir une deuxième pension. Ouais. Là aussi, il a fallu en fait une adaptation pour le régime général des salariés. La GIRC-ARCO autorise une seconde pension de retraite. Après, c'est vraiment chaque régime. C'est pareil pour les indépendants hors profession libérale, et c'est là où j'ai besoin de Michel. Pour ce qui concerne le cumul emploi-retraite pour les professions autres que les professions libérales réglementées, là aussi, l'URSSAF, l'URSSAF, sécurité sociale des indépendants, dans la partie sécurité sociale des indépendants, admet ce cumul. Voyez, mais alors pour la CAVEC, donc pareil, on revient toujours à cette idée, hein, il y a le régime de base et le régime complémentaire. Oui. Pour la CAVEC, donc la CAVEC, je vous ai dit, c'est le régime complémentaire. Le régime complémentaire, ça a été voté cette année, là, puisque je suis administrateur CAVEC, donc ça fait partie des votes qu'on a fait. Ça a été voté cette année et c'est à compter du 1er juillet. Alors pourquoi 1er juillet, ne me demandez pas, mais c'est à compter du 1er juillet 2025. C'est-à-dire que s'il y en a qui ont liquidé en 24 en se disant avec la réforme des retraites, j'ai le droit. Ah ben non, vous avez le droit sans doute pour le régime de base, mais vous n'avez pas le droit pour le régime complémentaire. Ce sera qu'à compter du 1er juillet 25 pour le régime complémentaire. Voilà. Et alors si on reprend, parce que je n'ai pas la grande chance comme toi d'être retraité, hein, donc je ne connais pas tout par cœur. Moi je suis pas retraité, moi. Si on reprend notre fameux cumul emploi-retraite intégral, donc on en a besoin quand on a
un droit à la retraite plein, c'est ça? Tout à fait. Si par exemple on a eu une carrière hachée, salarié, non salarié, il faut le taux plein salarié, non salarié, retraite de base et retraite complémentaire. Non, oui. enfin, on cumule les deux. Alors, on cumule les trimestres des deux. Alors, la règle sur le cumul emploi-retraite, ce qui est prévu par la loi, c'est de dire, pour pouvoir bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, il faut avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite, base et complémentaires, en France et à l'étranger. D'accord. Donc, par exemple, pour notre régime CAVEC, on ne peut avoir ce cumul emploi-retraite intégral qu'à partir de 65 ans. Tout à fait. Ça ne peut pas être avant. Non, j'aurais pas dit ça. Parce que si la personne... Parce qu'on regarde l'âge. En fait, il y a deux choses. Oui, mais si la personne a assez de trimestres. Oui, en fait, si elle a assez de trimestres avant les 65. Pour la CAVEC. Mais elle peut avoir assez de trimestres quand même. Elle peut avoir le nombre de trimestres. On a une petite subtilité, en fait, dans le texte. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de dire on liquide l'ensemble des pensions bases complémentaires, et y compris les régimes qu'on a à l'étranger, pour pouvoir bénéficier du régime de cumul emploi-retraite intégral, avec la condition d'avoir, évidemment, un taux plein. Derrière, il a été introduit une petite notion pour dire que cette notion de liquidation concerne les régimes qui autorisent un départ avant un certain âge. Ce qui veut dire que si, par exemple, si je veux avoir un cumul intégral, si c'était possible, si c'est possible à la CAVEC, la vraie règle serait d'avoir liquidé, on peut tout à fait au niveau de la CAVEC, il prévoit 65 ans, mais si vous liquidez avant 65 ans, la CAVEC a le droit de minorer. C'est de 5%. Voilà. C'est 5%, vous avez moins 5% par an. En fait. Vous aurez votre retraite. En fait, vous aurez une décote sur votre retraite complémentaire parce que vous n'avez pas respecté l'âge pour avoir le taux plein dans ce régime. Mais pour autant, on a le nombre de trimestres. Tout à fait. On a le nombre de trimestres. Ça, je veux dire, moi, je reviens sur cette notion de nombre de trimestres. Oui. Pour moi, on a le nombre de trimestres. Donc après, on peut partir on peut être en cumul emploi-retraite intégral à la CAVEC, par exemple à 64 ans si on a l'ensemble des trimestres nécessaires, et on aura une décote de 5%. Voilà. C'est ça que vous êtes en train de me dire, messieurs, dames. Oui. Merci Mais beaucoup. si je ne veux pas de décote, j'attends 65 ans. Ça, c'est autre chose. Voilà. OK. Alors, pour compléter, du coup, en fait, ce qui a aussi été voté, c'est que donc, ceux qui sont en cumul emploi-retraite, ça, c'est à compter de, je crois, du 1er janvier 26. Ils vont générer, parce que vous savez que la CAVEC, c'est un régime par points. Vous allez pouvoir cotiser on va dire, dans ce cumul emploi-retraite, vous allez pouvoir cotiser au maximum dans la classe D. La classe D vous donne, je crois, 444 points. Après, il faut voir si c'est l'ancienne classe ou la nouvelle, parce qu'on verra à la fin qu'on a les nouvelles classes, mais il me semble que c'est dans la... En fait, toi, tu as décidé de parler de la CAVEC, alors qu'on l'a mis à la fin. Non, parce que non, mais dans ton plan, tu nous pourris toute la présentation avec ta CAVEC. Non, mais parce que je les connais, les experts, donc on peut parler des salariés, tout ça, mais en fait, ils s'en foutent. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est leur retraite. Donc déjà, je m'intéresse aux experts. Mais tu sais qu'à la fin, on a les tableaux, mais on parle d'eux, de tout le long. Là, on parle que d'eux. Je rigole. Mais la deuxième chose, c'est qu'à la fin, j'ai quand même lu le support et le plan. À la fin, on parle de la réforme des cotisations avec l'histoire des 26%. Mais on ne parlait pas spécifiquement non plus que de la CAVEC. On parlait de l'incidence de la réforme. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que je préfère parler, je préfère commenter au fur et à mesure. Mais bon, si tu ne veux pas que je commente, je me tais. Bon, enfin, ça va être dur. Vas-y, fais comme chez toi. Ça va être dur. Donc voilà, je disais, alors deux choses importantes, donc vous allez pouvoir cumuler les deux régimes dans la limite de la classe D, et par contre sans limite de durée. Je ne sais pas comment vous transformez ça, c'est-à-dire que si vous dites je pars à 65 ans, ensuite je me fais un revenu, la classe D, ça doit être, je ne sais plus, entre 40 et 60 000 par an, bon, peu importe, mais donc si je me maintiens une rémunération, mettons, de 60 000 par an, je vais continuer à générer des points en classe D, et je vais pouvoir le faire pendant 20 ans si ça me fait plaisir. Donc je pourrais le faire jusqu'à 85 ans. À partir de 85 ans, je pourrais liquider ma retraite, sauf que là, peut-être statistiquement, vous n'allez peut-être pas la toucher longtemps. Voilà, donc je ne suis pas sûr que ce soit un bon conseil. Mais voilà, donc c'était pour dire. C'est une possibilité. Oui, ça c'est les tranches. Les nouvelles classes, la D, la D, la D, la D, la D.
44 000 à 65 000. Et elle génère maintenant non plus 444 points. Donc 444 points, c'était les classes de 2025 et les classes de 2026, c'est 498 points. Je vous expliquerai après pourquoi ça a été fait. Ok. Alors, juste pour information, cette réforme de 2023 a également entraîné en fait la fermeture de certains régimes spéciaux, notamment celui de la RATP, celui des industries électriques et gazières, les clercs et employés de notaire, la Banque de France, pour les aligner sur le régime général. Le régime général, mais à compter du 1er septembre 2023. Ça veut dire que tous ceux qui étaient déjà dans ces entités avant le 1er septembre 2023 bénéficient de ce qu'on appelle une clause du grand-père qui leur permet de continuer à bénéficier de leur régime en l'état quand ils étaient par rapport à la date d'entrée en vigueur de la réforme qui était 1er septembre 2023. Donc tous les nouveaux salariés de la RATP, tous les fonctionnaires de la RATP depuis le 1er septembre 2023 cotisent à la GIRC-ARCO. Et donc leur retraite sera payée par la GIRC-ARCO. Il y a la GIRC-ARCO pour la retraite complémentaire et la CARSAT, la CNAV pour le régime de base. Donc ils sont dans la même situation que les salariés. Les rachats, on en a parlé déjà tout à l'heure. Ici, vous avez les aménagements qui ont été apportés, notamment pour les trimestres, pour les études, rachat des trimestres au titre des études et des stages. Là, il est possible de le faire. Dans ces cas-là, en fait, avant, il fallait faire le rachat au titre des études au cours de la 10e année civile qui suivait la fin, enfin au plus tard, 10e année civile qui suivait la fin des études. On avait 10 ans en somme après les études pour racheter. Et bien là, on donne la possibilité de le faire jusqu'à l'année du 40e anniversaire, l'année civile du 40e anniversaire. Donc l'année où vous avez 40 ans, c'est cette année-là où vous pouvez, jusqu'à cette année-là, vous pouvez faire le rachat au titre des études avec un tarif préférentiel. Ensuite, pour les stages, de la même manière, on donne la possibilité aux stagiaires, ceux qui ont eu des stages en entreprise, de pouvoir faire des rachats de trimestres en entreprise au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile du 30e anniversaire de l'assuré. Donc l'année des 30 ans, on peut faire des rachats là aussi avec un tarif préférentiel au titre des stages. Avant, il fallait le faire dans les 2 ans à compter de la fin du stage. Donc c'est beaucoup plus long dans la durée pour permettre aux personnes de réagir si elles veulent faire du rachat. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent faire des rachats, mais ils paieront plus cher. Exactement. Alors, la fameuse suspension de la réforme des retraites dont vous avez tous entendu parler, et j'ai mis autres mesures du PLFSS pour 2026 parce qu'il y a quand même des petites choses. J'ai une petite question de Patrick. On fait une petite question de Patrick. Oui, faisons une petite question de Patrick. Alors, si on a les trimestres à 63 ans, on n'a aucun intérêt à ne pas prendre sa retraite malgré une décote de 10%, car à défaut, on perd 2 ans de pension de retraite. Comme on ne génère que 1500 points de retraite maximum par an, soit 2000 € de pension annuelle de retraite, aucun intérêt de ne pas prendre ses droits à la retraite. À mon avis, c'est un expert comptable, non ? La nouvelle retraite complémentaire, mais la décote, elle ne s'applique pas toute la retraite? Si. En fait, c'est... Ça ne me paraît pas être le bon calcul, non? Oui, enfin, le calcul, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, oui. On peut le faire. En fait, quand on part avant, là, on parle toujours là qu'avec, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. On a l'abattement, on a dit de 5% par an. Donc, notre confrère Patrick, c'est Patrick Bruel, non? C'est pas lui? Non. Ça n'a pas l'air. Non, c'est pas Patrick Bruel. Donc, notre confrère Patrick, lui, il dit, si je pars à 63 ans, j'ai une décote de 10%. Et comme dit Virginie, la décote de 10%, ce sera jusqu'à c'est pas de 63 à 65 ans, la décote, c'est 63 jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, en fait, le rapport qu'il a à faire, c'est je touche 2 ans de retraite
je touche 2 ans de retraite à 90%, que je compare au fait que pendant X années, je toucherai une retraite que de 90%. Donc en fait, c'est un rapport, je crois, on doit tourner autour d'une quinzaine d'années. On met une espérance de vie, je ne sais pas, jusqu'à 80 ans, c'est pour combien pour les hommes? Pour l'État bénéficiaire, c'est 85. 85. Ça dépend. Oui, ça dépend de l'âge où on parle. Pour les hommes, l'espérance de vie, Patrick, ça dépend de l'âge. c'est un homme. Pour les hommes, c'est combien? Je crois que c'est 85. 85 ans pour les hommes. À partir de entre 80 et 85, j'aurais dit 80. Donc j'aurais quand on pas part dit à tout de suite 63 85. ans, en théorie, il reste encore 22 ans. Voilà. Et il faut faire le calcul sur 22 ans. Il faut faire le rapport, et le rapport il est même plus compliqué que ça. Donc, mais tous les experts comptables savent utiliser Excel, puisque en même temps, d'abord il paiera des impôts sur cette retraite, donc ça veut dire qu'il touchera aussi moins, et des impôts qui éventuellement, s'il fait du cumul, qui vont s'ajouter, qui vont être plus élevés. Et la deuxième chose, c'est que il va pas cotiser pendant ces 2 ans, donc il ne va pas générer de droits supplémentaires. Donc en réalité, c'est pas 90% de sa retraite qu'il va toucher. C'est 90% de sa retraite moins les points qu'il aurait pu acquérir, mais plus les cotisations qu'il n'aura pas payées. Enfin, voilà, donc c'est un calcul un peu plus sophistiqué, mais ça revient à comparer ce que je gagne tout de suite pendant 2 ans par rapport à combien d'années au bout de combien d'années je crois que j'avais fait le calcul, on doit tourner autour de 13, 14 ans, enfin je sais pas à peu près. Donc c'est au bout de combien d'années je suis pénalisé en étant vivant, quoi. En gros, pour simplifier, c'est ça. Voilà. Suspension de la réforme. Alors, suspension de la réforme. Eh bien, on en a tous entendu parler. Ce qui est important ici, c'est que c'était l'âge. La borne, c'était de dire il faut qu'on arrête, on suspende l'âge de départ à 64 ans. Oui, d'accord, mais ce n'est pas suffisant, puisque en fait, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même modifier certains paramètres. Aujourd'hui, par rapport à telle génération, on a le droit de partir à partir de tel âge et on doit avoir tant de trimestres. Donc, vous savez que le gouvernement s'était engagé et on ne savait pas de quelle manière. Ça s'est fait par une lettre qui a été envoyée, une lettre rectificative dans le cadre du PLFSS. Et c'est un article 45 bis en fait qui vient prévoir donc cette modification, cette suspension, qui va intervenir sur 2 aspects, à la fois sur l'âge et sur la durée. Le nombre de trimestres. Voilà, exactement. Donc on a un nombre de trimestres qui est impacté et donc il a fallu donc refaire des paramètres et savoir jusqu'à quelle génération on pourrait suspendre cet âge de départ à la retraite. Donc, ce qui fait que dans l'engagement, on nous dit qu'il n'y a aucun relèvement d'âge qui se fera jusqu'à janvier 2028. Donc, on laisse passer la période d'élection. Jusqu'à janvier 2028, pas de relèvement de l'âge. Maintien d'une durée d'assurance à 170 trimestres, là encore, jusqu'en janvier 2028. Et également, eh bien, on a dû modifier les paramètres qu'on va voir à la suite pour dire que finalement, ce seront les générations entre 64 et 68 qui vont bénéficier des mesures qui vont être mises en place. La question du financement se pose quand même, parce que ça n'est pas anodin. La voie trouvée par le gouvernement qui figure dans le PLFSS, c'est d'augmenter une contribution qui est versée actuellement par les mutuelles. Aujourd'hui, elle est de 2,05. L'idée, c'est de la majorer à 2,25% pour financer en tout cas cette suspension de réforme qui, d'après certains, risque de coûter très cher, mais on n'a pas vraiment les chiffres. Les chiffres qui sont annoncés ne sont pas toujours... enfin, en tout cas, il y a des contestations, donc voilà. Mais en tout état de cause, on sait que ça va coûter au système. Et donc, là encore, cette suspension de réforme concerne le régime de base. J'insiste là-dessus. À chaque fois que vous avez une réforme des retraites, ça concerne les régimes de base. Après, il s'agit pour les régimes de retraite complémentaire, comme celui de la CAVEC, d'adapter les mesures pour tenir compte de ces nouveaux enjeux. C'est facile. Bon, là, la CAVEC, c'est facile, puisque de toute façon, on était déjà à 65, donc, et on ne va pas redescendre. Donc, juste, c'est pour rassurer ceux qui... ou pour inquiéter ceux qui pensaient redescendre à 62 à la CAVEC. C'était 65, ça n'a jamais changé, et voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi des réserves. On pourra en parler après. Tout à fait.
Alors, ici, vous avez en fait, je vous ai fait une petite synthèse par rapport à l'année de naissance, l'âge de départ à la retraite et la durée d'assurance qui est nécessaire pour pouvoir partir à la retraite compte tenu de ce qui est envisagé par le gouvernement. Globalement, on va dire que les générations antérieures ne sont pas impactées. L'accélérateur, ça va être de dire que certaines générations, notamment les générations à partir de 64, qui sont ceux qui sont vissés, je vous ai dit, la borne c'est 64-68, donc il faut être né entre 1964 et 1968 pour bénéficier de cette suspension. Parce que tous ceux qui étaient avant, ils sont dans le régime de la retraite qu'on a vu tout à l'heure, la réforme de 2023. Et pour tous ceux qui sont entre 64 et 68, eh bien, c'est pour eux que cette suspension a un impact, puisque là, on va en fait limiter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on accélérait. Là, on va réduire. On va réduire de 3 mois le calendrier initial. Et notamment, donc, si je prends une personne qui est née en 1964, eh bien, avant la suspension, qui n'est pas encore votée, j'insiste là-dessus, il faut qu'elle soit votée, qu'elle passe. Visiblement, il y a un consensus qui se fait au niveau de la mesure, sauf avec les partis de droite, enfin la droite, j'entends la droite traditionnelle, qui est opposée à cette mesure en raison de son coût. Et donc, et d'ailleurs, le président du Sénat a annoncé que si c'était voté à l'Assemblée nationale, lui, il rétablirait la réforme de 2023 qu'on a vue. Donc, à la fin, le dernier mot quand même, on ne va pas se mentir, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc, si la navette se fait et que l'Assemblée a voté la suspension, la navette se fera et à la fin, c'est le texte voté à l'Assemblée nationale qui prendra le lead, en fait. C'est celui-là qu'on va appliquer. Donc, les premiers concernés, c'est personnes nées en 1964. Si on prend le texte aujourd'hui, il faudra qu'elle justifie de 62 ans et 9 mois au lieu d'avoir 63 ans, pour pouvoir bénéficier donc de cette mesure. Et elles devront justifier de 170 trimestres au lieu de 171, si on reprend la réforme qu'on a vue tout à l'heure. Celui qui est né en 65, il faudra qu'il ait 63 ans au lieu de 63 ans et 3 mois. Et là aussi, il faudra également qu'il justifie d'un certain nombre de trimestres qui est de 171 trimestres au lieu de 172. Donc, en fait, ils ont gagné un trimestre dans l'histoire en termes de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et ça concerne essentiellement ces deux générations. Après, les mesures d'âge, vous voyez, jusqu'en 68. 68, au lieu d'avoir 63 ans et 9 mois, il fallait avoir 64 ans dans la réforme de 2023. Là, 63 ans et 9 mois, plus 172 trimestres seront suffisants pour pouvoir bénéficier de la mesure qui devrait être mise en œuvre, si tout va bien, dans le PLFSS pour 2023. Donc, ça ne concerne que peu de personnes, finalement. Et ça va générer un coût. Après, pour les générations à partir de 1967, plutôt à partir de 1969 et suivant, on n'a pas cet effet bénéfique, entre guillemets, de la suspension de la réforme. Donc, les nouvelles générations concernées par le nouvel âge de 64 ans, ce seront les personnes nées à partir de 1969 et suivant. Les autres mesures, je parlais tout à l'heure de la parentalité, deux mesures en faveur des femmes qui sont prévues par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'abord, il y a une prise en compte, on parlait des carrières longues tout à l'heure, il y aura une prise en compte en tant que période cotisée pour l'ouverture d'un droit à une retraite anticipée de 2 trimestres au titre de la majoration pour enfants. Et ça concerne les femmes. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est pour établir l'égalité. En fait, on considère que les femmes sont moins bien traitées en matière de retraite parce qu'elles ont souvent des carrières hachées et que en réalité, leurs pensions sont beaucoup plus faibles que la plupart des hommes. Etc. Si. Exactement. Donc, cette mesure déjà d'intégrer 2 trimestres de majoration de trimestre dans les retraites, les carrières longues,
c'est une des premières mesures. L'autre mesure, c'est de calculer les pensions de retraite des femmes sur les 23 meilleures années de leur carrière, si elles ont élevé 2 enfants, si elles ont eu 2 enfants au moins. Et pour celles qui n'ont eu qu'un seul enfant, ce serait sur les 24 meilleures années. Donc il y aurait en fait, on tiendrait compte… Au lieu des 20, c'est ça? Au lieu des 25 meilleures années. Au lieu des 25 meilleures années. Exactement. Donc cette mesure sera applicable aux pensions de retraite qui prendraient effet à compter du 1er septembre 2026. Donc ce n'est pas tout de suite, c'est dans le PLFSS. On est dans le conditionnel. On est vraiment dans le conditionnel parce que, bon, moi j'ai une petite réserve sur cette mesure. J'entends ce que dit le législateur, j'entends le vœu d'avoir une certaine égalité et aussi de dire qu'il faut favoriser les retraites des femmes. Mais je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'il y a eu une jurisprudence sur le partage des trimestres. Donc, est-ce que, au nom de l'égalité de traitement qui s'applique autant aux femmes qu'aux hommes, cette mesure, même si elle passe dans la loi, elle ne pourrait pas être mise en cause à la suite par le Conseil constitutionnel? Bah oui, dans le cadre d'une question prioritaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, ça pourrait être mis en cause. Et puis même, il y a une distorsion, ne serait-ce qu'entre les femmes. Pourquoi 23 ans pour les unes et 24 ans pour les autres? Parce qu'elles n'ont pas le même nombre d'enfants. Certaines pourraient dire qu'elles n'ont pas fait le choix d'avoir un seul enfant. Enfin, voilà, il y a plein de raisons où j'ai des petites réserves. J'entends, mais voilà, je me permets de vous donner mes réserves sur les mesures envisagées. J'en ai profité pour vous rappeler comment est calculée la pension de retraite de base. Parce qu'après, pour la complémentaire, on va le voir par la suite, chacun adapte en fonction. Pour les salariés, c'est Agirc Arrco qui définit un système de points et les caisses pour les artisans commerçants, les règles de calcul sont établies. Mais la base pour tout le monde est la même, c'est-à-dire qu'on prend le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, on multiplie par 50%, qui correspond à 50% au taux plein, et on multiplie par le nombre de trimestres validés sur le nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein. Voilà, donc c'est la formule qui est… C'est ce coefficient qui est hyper important. Oui, le dernier. Et le dernier, là, le dernier paramètre, c'est là où on va, en fait, le ratio qui est fait, et bien, si vous n'avez pas l'intégralité de votre carrière, nécessairement, ça viendra impacter le montant final de votre pension. Exact. Autre modification, on a parlé du cumul emploi-retraite. Bon, personnellement, je peux m'étonner de cette mesure. Je m'étonne d'ailleurs. Je ne sais pas si vous partagerez mon étonnement, mais je suis un peu surprise de l'idée. Pourquoi? Parce que à la fois, on dit aujourd'hui qu'il faut favoriser l'emploi des seniors, et dans le cadre de cette mesure, on semble dire que, en fait, ceux qui font le cumul emploi-retraite profitent d'un système, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est question quand même de revoir le système du cumul emploi-retraite. Notamment, on est sur le cumul emploi-retraite intégral dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, ce serait de dire qu'une personne qui voudrait bénéficier, parce qu'il remplit les conditions d'une retraite à taux plein, de bénéficier d'une retraite déplafonnée au niveau des revenus d'activité qu'il peut percevoir, eh bien, il n'y aurait plus ce plafonnement. Notamment, en fait, pour les personnes qui sont nées avant 64 ans, parce que ça dépendra de votre année, enfin de votre génération. Ça veut dire quoi, les personnes qui sont nées avant 64 ans? Moi, je pense que je suis née avant 64 ans. Ah bah non, pardon, j'ai dit une bêtise. Avant 64 ans, pardon. Ah voilà, merci. D'accord. Je commence à dormir là, Virginie, vous avez bien fait de me réveiller. En fait, on va regarder le moment où vous avez pris votre retraite. Et si vous avez pris votre retraite avant 64 ans, mais que vous pouvez quand même bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, eh bien là, vous allez avoir maintenant une sorte de pénalité puisque vous aurez un écrêtement total de votre pension de retraite. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus avoir… on va, dès le premier euro, considérer que vous gagnez trop. Donc, il faudra arrêter d'avoir un revenu d'activité. C'est-à-dire que dès lors que votre revenu d'activité dépasse votre pension,
elle est tout de suite suspendue. Mais ça, c'est rétroactif? Alors ça, c'est la grande question. Ça veut dire que Michel, ça va... Mais moi, je ne me paye plus comme ça, ce n'est pas un problème. C'est pour les pensions de retraite qui vont prendre effet à compter du 1er janvier 2027. Voilà. D'accord? Donc, il faudra faire attention. Pas de bêtises, je ne suis pas concerné. D'accord. Tu m'as fait peur en plus. Bah, c'était pour te réveiller un peu, je te sentais un peu endormi là. Alors, pour ceux qui souhaiteraient être en cumul emploi-retraite, hein, je parle après le 1er janvier 2027, s'ils sont âgés entre 64 et 67 ans, le projet de loi nous indique que le cumul sera partiel, il sera possible, et là, on aura un écrêtement à hauteur de 50%, c'est-à-dire qu'on va regarder le revenu d'activité avec un plafond qui devra être fixé par décret. Si j'ai repris le... Donc on va devoir se payer un dividende en bref. Voilà, il faudra voir. S'il y a un truc comme ça qui passe et qu'on a envie de sortir des sous, oui, on va finir en dividende, d'accord. Il faudra, oui, voilà, il faudra trouver d'autres systèmes. Il faut avoir 67, comme oui, moi depuis hier. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu as eu 67 ans. Et joyeux anniversaire, Michel. C'était hier. Hein. C'était hier, joyeux anniversaire, Michel. Donc, en fait, pour ces personnes-là, sachez que il y aura un écrêtement à hauteur de 50% des revenus d'activité s'ils dépassent un seuil qui sera fixé par décret. Alors, en reprenant, parce que je suis pas mal sur le projet de loi de financement, dans l'exposé des motifs, il prévoit 7 000 €. Et en fait, quand on a envie de favoriser un peu le pouvoir d'achat des gens, ça ne semble pas contradictoire. C'est un peu contradictoire, oui. Et c'est à partir de 67 ans qu'on retrouve un droit à un cumul intégral. Alors, c'est d'autant plus contradictoire, Virginie, que je ne sais pas il y a quand même une loi qui a été publiée le 24 octobre sur l'emploi des salariés expérimentés, ou dit loi de senior. Vous avez quand même un CDI, un compte de valorisation qui a été mis en place par les partenaires sociaux, parce que c'est un texte qui émane de la volonté des partenaires sociaux, qui est de dire qu'on va favoriser l'emploi, y compris notamment dans le cadre des cumuls emploi-retraite. Et dans le cadre des cumuls emploi-retraite, avec même une possibilité, une ouverture qu'on n'avait pas jusqu'ici, c'est de dire qu'un salarié qui est à la retraite, qu'on embauche dans le cadre de ces dispositifs, dans ce contrat de valorisation, on pourrait le mettre à la retraite avant même 70 ans, à condition qu'on ait les informations sur le fait qu'il a un droit à retraite à taux plein. Donc il y a une ouverture d'un côté, et de l'autre côté, il y a cette mesure. Donc la problématique de cohérence se pose en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? Véronique, si vous voulez nous montrer, nous démontrer que c'est un peu la cacophonie en ce moment à l'Assemblée nationale, je pense qu'on l'avait, mais là, merci pour cet exemple factuel. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous les attendus, en tout cas, voilà ce qui est prévu, en tout cas inscrit. Les débats ont démarré, on verra bien. Il nous reste un quart d'heure. Hein, voilà, on va y aller très vite. On est bien là? Oui. Donc voilà, on va aller sur une réforme qui est d'importance pour l'ensemble des indépendants, à quelques exceptions près, puisque ça ne concerne pas, par exemple, les artistes-auteurs, les marins, ça ne concerne pas les micros, pas directement en tout cas. Ceux qui sont en micro, ils vont être concernés parce qu'on va réévaluer leur niveau, leur taux. Les taux globaux de cotisation qui sont appliqués. Voilà, c'est ça, c'est augmenté, c'est relevé pour tenir compte de la réforme. L'idée de cette réforme, quelle est-elle? Donc, nouvelle réforme, donc je change, on zappe un peu. Oui. Nouvelle réforme et nouvelle assiette de cotisation pour les TNS. Exactement. Étant précisé qu'on est dans la continuité de ce qu'on a vu, hein, parce que cette réforme vient de quoi? Ça vient justement d'un dossier de presse qui portait sur la réforme de 2023, qui avait été, c'est une communication qui avait été faite par Madame Borne à l'époque, pour dire qu'il faut trouver des leviers pour pouvoir d'abord simplifier les modes de calcul des cotisations sociales des indépendants, mais surtout, elle avait mis en avant l'idée de rapprocher finalement tout ce qui est les contributions, une équité de contribution entre ce que versent les salariés et ce que versent les travailleurs indépendants, notamment en matière de retraite. Et surtout CSG, aussi CSG, CRDS. Et exactement. L'idée pour elle
et son gouvernement à l'époque étant de faire en sorte que, par exemple, en matière de retraite, eh bien, on puisse garantir un niveau par rapport au SMIC, qu'on puisse avoir, pour une carrière complète, on soit à 85% du SMIC net. Donc, c'était vraiment, l'idée, c'est un rapprochement à ce niveau-là. Et donc, on est toujours dans notre sujet, pour vous dire qu'on n'est pas hors sujet. Effectivement, on est dans le sujet. L'idée était aussi, donc, comme j'ai dit, de dire que ce n'est pas juste les indépendants cotisent CSG, CRDS sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les salariés cotisent CSG, CRDS que sur le brut. Je simplifie. Et après, la deuxième idée, donc effectivement, qui va dans l'idée d'améliorer les retraites, c'était de dire, on va faire ça, mais en échange, on va demander aux caisses de retraite, ce sera peut-être la partie suivante, on va demander aux caisses de retraite en gros, ce que les indépendants vont gagner sur moins de cotisations CSG, CRDS et autres, on va leur donner plus de droits à la retraite. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est-à-dire on va dire ce qu'on leur prendra en moins en termes de CSG, CRDS, les caisses de retraite devront leur rendre en termes de cotisation de droits de retraite. Enfin, d'allocation. Oui, voilà. C'est ça. Plus de droits contributifs. Ça, c'était initial. C'est l'idée, c'est plus de droits contributifs. Donc moins de cotisations à perdre, parce que c'est vrai qu'on avait une double assiette. Une assiette sur les cotisations, une assiette sur la CSG qui était beaucoup plus large en termes d'assiette. Et ensuite, on intégrait dans l'assiette de la CSG finalement les cotisations sociales. Et donc, ça faisait une assiette large avec moins de droits, puisque par rapport aux cotisations sociales, les droits véritablement étaient que sur les cotisations sociales, mais par rapport à la CSG, on n'avait pas de droits. Donc, c'était ça l'idée, avoir une équité, une forme de justice. Et ce nouveau calcul s'applique à compter du... Alors, ça s'applique en principe aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2025. Mais c'est une mesure qui est contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. On avait besoin de précision justement parce que en fait, les appels de fonds, vous le savez, voilà. Donc la question était de savoir, comme c'est en 2025, est-ce que les appels de cotisation, par exemple, allaient se faire sur la base des taux et assiettes de 2025 ou on pouvait conserver les anciennes assiettes? Et puis au niveau informatique, de toute façon, les caisses n'étaient pas capables. Donc... Exactement, elles n'étaient pas capables. Et donc, la LFSS pour 2025 est venue préciser que, en réalité, on va continuer, cette réforme va être effective par rapport aux revenus 2025 une fois qu'ils seront déclarés. Donc, autrement dit, je vais avoir mes appels de cotisation sur 2025 sont faits sur les anciennes règles de calcul, taux et assiettes. Et quand je vais déclarer mon revenu définitif 2025... Dans la déclaration 2042 du mois de juin, voilà, c'est 2026, ça. On aura le nouveau calcul. Exactement. Alors donc, il y a, on se presse un peu parce qu'on accélère. Il y a cette notion de super brut. En fait. Exactement. Et donc, le super brut, aujourd'hui, dans cette réforme, c'est le net de l'entreprise, de l'entrepreneur, du TNS, le net plus l'ensemble des cotisations payées. Exactement. Et ça fait un super brut. Exactement. Cotisation obligatoire, cotisation facultative. Tout à fait. Pour faire nos provisions 2025. Sur lequel ensuite on fait un abattement de 26%. De 26%. Voilà. Sur la pour faire nos provisions dans nos bilans 2025. Il faut pour nos gérants majoritaires, par exemple, concrètement parlant, on détermine le super brut, c'est-à-dire qu'on prend le net perçu, cotisation obligatoire, cotisation facultative, égale super brut. On y enlève un abattement de 26%, tout à fait. Et on y a la base de cotisation. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, voilà, c'est à retraiter d'ailleurs... derrière, si on a par exemple tout ce qui est dispositif d'épargne salariaux, parce qu'il y a déjà de la CSG, il y a une exonération de CSG, donc on retraite pour tenir compte du fait qu'on retire déjà de la CSG, il n'y a pas de CSG. Alors Véronique, on avait une question, j'en parlais avec mon directeur de cabinet ce matin. Si par exemple en 2024, on a eu beaucoup de charges sociales, et donc une si en 2024, on a une grosse rémunération que nous n'avons pas en 2025, et donc une grosse régule. Donc mon super brut, c'est mon net,
plus ma régule 2024, plus mes acomptes 2025 et mon abattement de 2026. Et donc, je vais faire un abattement de 26% sur un super brut qui ne vient pas uniquement que de 2025 puisque j'ai une grosse régule 2024. Donc, tu vas être moins avantagé. Tu vas être moins avantagé. Est-ce que ça a été prévu, ça? Est-ce qu'on a le droit de lisser et de ne pas prendre... le lissage n'est pas prévu. Est-ce qu'on peut ne pas prendre la grosse régule 2024? Non, pour moi. À mon sens, non. Parce qu'en fait, comme on va avoir la rémunération, le revenu définitif en 2025 qui tiendra quand même compte d'une partie. Je vais faire la même en parallèle, toujours avec la CAVEC, comme ça pour accélérer, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pour la CAVEC, vous aviez la possibilité donc, par exemple, de cotiser en tranche supérieure ou par exemple surtout de faire des rachats de points. On avait vu, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Ce système de rachat de points fait que ça va augmenter. Donc ça veut dire en fait c'était avant intéressant fiscalement et socialement. Maintenant, on va dire que ça va être intéressant surtout fiscalement, mais socialement, ça va perdre de son intérêt, le rachat de points. Après, il y a une tolérance. L'URSSAF, pour avoir échangé avec l'URSSAF Caisse Nationale, l'idée c'est de dire qu'ils vont vraiment plus s'attacher aux revenus déclarés 2025 plus que sur les revenus 2024 parce que il y a des problèmes, mais bon, il faut avoir une vraie confirmation. Nous, en tout cas, dans l'idée, ce que nous, on a bien voulu retenir, c'est peut-être ça. Alors, je prends la zapette maintenant. Oui. Donc là, le super brut, on en a parlé. On en a parlé. On va vous donner les slides, mais vous l'avez compris. Là, ce sont les éléments non déductibles des cotisations. D'accord. Et c'est le super brut, mais toujours dans les éléments constitutifs pour d'autres formes de sociétés, où on rappelle qu'il faut, par exemple, pour ceux qui sont à l'IS, notamment les gérants majoritaires à l'IS, il faut intégrer la part constitutive des dividendes. Évidemment. Les charges sociales sur dividendes. Oui, c'est ça. Bien sûr. Donc le super brut du gérant majoritaire, c'est l'ensemble des charges sociales obligatoires. Tout à fait. Dont celles qui émanent des dividendes. Exactement. On ajoute. Ok. Impact sur Juste pour la petite histoire et pour l'historique, déjà, on a dit tout à l'heure, le but c'était initialement... Ah, ça y est, tu fais qu'avec la tête. Oui, je fais qu'avec. Je te mets ça. Voilà. Je fais qu'avec. Impact de la réforme sur la CAVEC. Donc je disais deux choses. Au départ, le calcul était avec un abattement de 30%, pour ceux qui avaient un peu suivi. Le 30% est devenu 26%. Bon, ok. Nous, à la CAVEC, on a fait des simulations, parce qu'on a des actuaires, etc. On a fait des simulations pour voir, puisque je vous ai dit tout à l'heure que finalement, comme l'avait dit Véronique, le but initial était aussi de donner plus de droits de retraite, en compensation de cette baisse théorique qu'on a vue sur un super brut qui serait lissé, etc. Cette baisse théorique de CSG, CRDS. Donc nous, on a fait des simulations à la CAVEC. Donc je vous rappelle que la CAVEC, c'est un système qui marche et par points et par tranche. Donc là, on vous a remis les tranches à l'écran. Donc juste ici, on avait les tranches qui allaient de A à G et H. Et alors, vous avez les tranches applicables en 2025. Ça, c'est assez amusant. Et donc, alors, pour tenir compte de ça, on a changé, donc on a modifié les modifications statutaires qui permettent de créer des nouvelles tranches. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là on parlait du cumul emploi-retraite en tranche D. On avait vu qu'en tranche D, ça donnait 444 points. Donc à partir de 2026, la tranche D, donc tu le vois toi? Je vais regarder, parce que moi j'ai des vieux yeux. Donc vous voyez que la tranche D, elle est quasiment la même, en termes de... Vous voyez qu'elle est quasiment la même en tant que... Vous voyez, avant, elle était de 44 000 à 64 000 et quelques. Et là, elle est de 44 à 65. Donc, elle est quasiment la même, mais elle vous donne droit à plus de points, puisqu'elle vous donne 498 points, alors qu'avant, elle vous donnait droit qu'à 444 points. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant et important. Ce qui effet de bordure, on a toujours des effets de bordure dans ce genre de réforme. Ce qui va être assez drôle, entre guillemets, c'est qu'on va avoir des confrères qui vont avoir des baisses globales de cotisation au titre de 2025, puisqu'en fait, on va rester sur les anciennes tranches et qui vont avoir une économie normalement de CSG, CRDS.
et puis qu'à partir de 2026, ils vont remonter, donc ils vont avoir l'impression que leur cotisation qu'avec augmente, mais en réalité, les cotisations qu'avec, on va dire, augmentent pas, elles viendront juste compenser la baisse des cotisations qu'ils ont eues au titre de 2025. Bon, bref, voilà. Ça, c'est l'effet de bordure. Je signale à ceux qui épluchent leur bordereau de cotisation qu'avec, voilà, c'est comme ça, malheureusement, mais on ne sait pas faire très simple dans notre pays. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la CAVEC? Il y a peut-être un slide après. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre slide après. Ah si, pardon. Pour dire que les cotisations, invalidité d'essai, elles n'ont pas bougé. Voilà, alors après effectivement, les cotisations, oui, parce que dans le régime CAVEC, on a le régime de la retraite complémentaire et on a un régime de prévoyance. Régime de prévoyance d'ailleurs qui est pas cher. Je dis ça parce que des fois les gens me disent ah oui mais moi j'ai pris un régime de prévoyance, je sais pas quoi, AXA ou je sais pas qui m'a proposé un truc. En fait, il y a n'oubliez pas que vous avez celui de la CAVEC et qui vous donne des droits. À vous en général quand c'est dans le régime de prévoyance, ça vous fait une belle jambe, mais en tous les cas vous ayant droit, vous avez un régime de prévoyance avec des capitaux d'essai, etc., qui sont assez élevés et donc qui sont pas négligeables. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la CAVEC? Alors, un autre point important sur la CAVEC, peut-être là, d'une façon plus... Je vais passer la zapette. Voilà. Bon. Ah oui, ça dire qu'on a des élections CAVEC, on va en parler un moment peut-être. Ce qui est intéressant sur le régime CAVEC quand même, quelques chiffres rapidement. On est sur un régime de répartition, c'est ça assez drôle, on est sur un régime de répartition, on parle quand même de points, et nous on parle quand même de réserves. Il faut savoir que la CAVEC c'est 2 milliards de réserves, que c'est en gros, on va dire, je simplifie, 20 000 cotisants et 10 000 allocataires. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, on est sur un régime qui est, vous savez, on dit aujourd'hui que la retraite, le problème des régimes de retraite, c'est que comment ? Le problème des régimes de retraite, c'est qu'il va y avoir en gros autant de cotisants que de bénéficiaires. Bon, là, vous voyez qu'on est encore sur un rapport de 1 à 2, ce qui est quand même assez formidable. Alors, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on a quand même une profession dynamique. Je pense que ceux qui suivent un peu ça, on a de plus en plus de diplômés tous les ans. Donc on est, je crois, passé à 1200 à peu près diplômés par an d'expertise comptable contre à peu près 800 dans le passé. Donc on a 50% de diplômés en plus. On a donc beaucoup plus d'inscrits aussi au niveau de l'ordre, puisque je crois que maintenant on est à peu près au niveau national de l'ordre de 22 000. On était avant plutôt dans les 17 000, etc. Donc vous voyez, on a quand même... par rapport à il y a quelques années. Donc on a quand même beaucoup de... Donc voilà, on a un régime qui est plutôt dynamique. Les seules incertitudes qu'on a sur ce régime qu'avec, c'est que les jeunes, de plus en plus, choisissent des systèmes de SAS et autres, peut-être pour des histoires de dividendes, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Non, c'est que quand on débute avec... en ayant négocié une rupture conventionnelle, on se met en SAS pour bénéficier de ces allocations les 2 premières années. Et qui dit ça, dit 2 années de trimestre, 2 années de trimestre manquant. Oui, mais je veux dire, bon, de toute façon, malgré tout, il y a une tendance de fond. On le voit, il y a 70% des créations de sociétés qui se font en SAS. Donc cette tendance de fond, elle est au niveau de nos clients, mais elle est aussi au niveau des jeunes experts comptables. Donc ça peut avoir un impact sur le régime futur. Bon, c'est compliqué à faire au niveau des actuaires, parce que comme dirait, si on était Madame Soleil, on saurait prédire le futur, et à ce moment-là, il n'y aurait plus de surprise, mais je pense que personne ne sait vraiment prédire le futur, donc on peut faire que des simulations. Mais quand même, ce régime qu'avec, j'avais le chiffre, je vais le prendre, je vais essayer de le retrouver, on parle de taux de rendement à la CAVEC. Alors, des fois, vous entendrez parler, alors je vais vous donner le taux de rendement 2026, il a été abaissé, donc on l'a abaissé à 8,33%. Alors je vais juste rassurer ceux ou décevoir ceux qui se disent 8,33 par rapport à la caisse d'épargne à 2%, c'est mieux. Non, ça n'a rien à voir. Le taux de rendement d'un régime de retraite, c'est un rapport entre le point acheté, donc le point qu'on achète, et ensuite le point servi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est facile à faire, vous faites 100 divisé par 8,33 et ça vous donne 12 ans en gros. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous achetez un point qu'avec, en fait, si vous vivez au-delà de 12 ans, vous aurez récupéré le point que vous aurez acheté. Donc ça, c'est une tendance. Alors il y a une tendance lourde, hein. Je ne vais pas faire
je ne vais pas faire d'histoire de la CAVEC, mais donc il y a des gens à la CAVEC qui ont cotisé à des taux de rendement de 11 et quelques %. Hein. Donc on voit que ce taux de rendement il décroît, mais c'est quand même un régime extrêmement intéressant parce que quand on compare au régime Agirc-Arrco, aujourd'hui, nos gouvernants et nos hauts fonctionnaires, donc je ne vais pas dire du mal des hauts fonctionnaires, de toute façon je n'aurai pas le temps. Mais je sens que tu vas le faire, donc vas-y. Mais ça me ferait plaisir quand même. Mais donc aujourd'hui, en fait, tous ces... Agirc-Arrco, c'est quel taux de rendement, Michel? On est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire qu'en gros, Agirc-Arrco, il vous faut 20 ans, en espérant que vous soyez toujours vivant, il vous faut 20 ans pour récupérer, entre guillemets, votre mise. Alors bien sûr que ce n'est pas une mise puisque c'est un système par répartition, ce n'est pas des systèmes de capitalisation. On le sait depuis de nombreuses années, la CAVEC est dans les meilleurs régimes, les régimes de retraite les mieux gérés. J'avais envie faire juste une petite aparté. Emmanuel nous pose une question intéressante qu'on n'a pas évoquée. Quand on calcule le super brut, c'est des cotisations payées ou des cotisations calculées, comptabilisées? C'est comptabilisé, comptabilisé, c'est-à-dire que ma provision de fin d'année, où je sais que j'ai 30 000 € de charges sociales à payer, je le rajoute dans mon super brut. En fait, c'est les éléments qu'on a dans la déclaration fiscale. Donc c'est pas évident. Ça dépend pas. Comment tu remplis ta 2042. Le problème, c'est une bonne question. Tout ça va jouer. Hein. C'est une bonne question parce que ça fait partie des thèmes qu'on a avec l'administration aujourd'hui, parce qu'on leur demande de nous clarifier les choses sur ce qui va se passer dans la déclaration, en fait. Parce qu'il va y avoir des ajustements dans la déclaration, en sachant qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui nous dire, ils nous ont dit qu'il y aurait des choses sur le super brut, des lignes sur le super brut, mais ils ne sont pas capables de nous dire comment ils vont paramétrer les choses. Et grosso modo, l'idée, c'est de nous dire qu'il faudra attendre le premier trimestre 2026. Donc, ça fait un peu tard, en fait. Bon, donc, dès qu'on saura, de toute manière, on diffusera l'information. Donc, comme on arrive en fin de truc... Voilà, on voulait... Moi, je voulais dire, en fait, donc, la CAVEC, c'est important pour nous, experts comptables, pour vous et pour nous et pour moi, etc. C'est super important, c'est important. Donc, vous avez vu qu'on a une autonomie, puisque par exemple, vous avez vu qu'il est prévu qu'il est possible, on ne sait pas où on en est, mais il est possible que les retraites soient gelées l'année prochaine, que ce soit une année blanche. Sachez par exemple que la CAVEC a voté une augmentation d'1%, donc des retraites. Après, on partit sur l'idée qu'il y avait une inflation d'1%, mais donc ça veut dire qu'on a une vraie autonomie. Et donc cette autonomie, il est super important. C'est pour ça, là en ce moment, c'est les élections à la CAVEC. Vous avez jusqu'au 26 novembre pour voter. Et donc il est super important que vous votiez. Votez pour qui vous voulez, mais votez parce qu'il faut. C'est important que vous ayez des élus qui défendent votre indépendance, qui défendent l'indépendance de ce régime. Tous recevoir un bulletin de vote à votre adresse personnelle. Vous avez dû en recevoir déjà même. Avec une petite enveloppe. Une enveloppe depuis le 23 octobre. Voilà. C'est en fait une opération de coloriage à faire. Il faut colorier avec un petit feutre noir. C'est à l'ancienne. Des cases. Découper le petit bulletin, le mettre dans l'enveloppe et le poster. Voilà, faites-le. C'est juste pour vous dire, ne négligez pas ça. Je pense que c'est important pour vos élus de la CAVEC. C'est important de savoir qu'ils sont soutenus par vous. Et c'est important de voter pour des élus qui vont se battre sur l'indépendance de ce régime. Parce qu'en fait, donc comme je vous ai dit, là j'ai fait la dernière mandature de 6 ans. Je suis élu depuis 2018. On a eu chaud, j'ai envie de dire, parce que cette réforme Macron, il avait aussi pour but de... En fait, vous vous doutez bien, je finis sur les hauts fonctionnaires, mais vous doutez bien que quand vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez des déficits, on va dire, des déficits à peu près partout. Pléthoriques. Pléthoriques et à peu près partout. Et qu'il y a 2 milliards de réserves à la CAVEC. Vous pourriez être tenté, et vous considérez que ce n'est pas des réserves. C'est-à-dire que, puisqu'on est dans un régime de répartition, si vous êtes un haut fonctionnaire, vous considérez que ces réserves ne sont pas des réserves. Parce que des réserves, ça voudrait dire que... Parce que le régime de l'État aujourd'hui, c'est de financer
avec les cotisations de l'année, les retraites de l'année. Voilà. Donc normalement, il n'y a pas de notion de réserve. On pourrait dire, alors eux parlent de provision, mais il n'y a pas de notion de réserve. Mais donc il est quand même peut-être assez tentant de dire, on va faire un espèce de régime universel, c'est formidable. On est dans un monde où il faut que tout le monde soit égal aujourd'hui. Donc on va faire un beau régime universel et puis on va mettre tout dans le pot commun. Donc 2 milliards par-ci, 4 milliards par-là. Ah, il y a 20 milliards en moins de l'autre côté. Ah, ça ne fera plus que moins 18. Voilà, donc il serait important que vous fassiez attention qu'on ne pique pas nos 2 milliards. Bon, je crois que nous avons terminé. Je ne sais pas si dans la salle vous avez des questions. Non. Eh bien, merci à tous de votre attention. Désolée pour ce petit retard, mais le débat était passionnant. Merci beaucoup Véronique, merci Michel, merci à vous. Et pour ceux qui sont présents, un petit verre de l'amitié nous attend. Très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.